Il n'a jamais été question d'un déploiement français ou franco-britannique. J'ai pris la décision il y a quelques jours de basculer le Charles de Gaulle et les frégates qui l'accompagnent ainsi que l'ensemble de ce qui fait notre groupe aéronaval vers au-delà du détroit de Bab-el-Mandeb et donc de passer de Méditerranée orientale à la proximité. Il n'a jamais été question d'un déploiement, mais on se tient prêt. Depuis le début, nous nous disons une chose très simple, liberté de navigation. Mettre fin à tout blocus d'où qu'il vienne et quel qu'il soit, refuser quelques péages d'où qu'ils viennent et permettre la liberté de navigation. Nous en avons parlé avec le président. Le continent africain tout entier est victime aujourd'hui du blocus depuis des mois d'Ormuz. Et donc nous n'avons jamais envisagé, je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Ormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis, d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises. Donc, je ne sais pas qui commande quoi, mais enfin, ce qu'on commande, c'est pas ce que la France propose. Donc, nous continuons de nous tenir dans cette position. J'appelle chacun au calme et à la responsabilité. Je pense qu'il y a beaucoup trop d'escalades langagières qui conduisent toujours aux escalades physiques. Et les plus vulnérables de la planète en sont les premières victimes, mais nous sommes aujourd'hui tous les victimes de ce qui est en train de se passer. Et nos compatriotes en France aussi payent chaque jour le prix de cette guerre que nous n'avons pas voulu. Et donc aujourd'hui, retour au calme, priorité à la réouverture pacifique et concertée d'Ormuz, reprise de discussions responsables sur les questions nucléaires et balistiques dans un cadre adapté. Et la France est... Que John C. Phelan, le secrétaire à la marine, le plus haut responsable civil de la marine américaine, quitte ses fonctions, annonce du Pentagone, départ à effet immédiat. Et je précise que le motif de son départ n'est pas précisé. Pas de précision ce soir, Ulysse Gosset. Oui, j'allais dire c'est un de plus. Alors, c'est vrai qu'il se passe des choses au Pentagone. Il y a, je dirais, une certaine exaspération de quelques militaires qui ont déjà démissionné ou qui sont partis. Et bon, nous arrivons. Lui, il croit qu'on peut envoyer un porte-avions, des troupes aéroportées. En claquant des doigts. En claquant des doigts, au mois de janvier, quand il y a la révolte. Et les militaires lui disent, Monsieur le Président, il nous faut entre 3 et 6 mois. Parce que quand on a fait l'opération en Irak, il a fallu 6 mois. Parce que tout ce qui est la guerre lourde, compliquée, complexe, dans des endroits aussi éloignés et avec aussi peu de moyens de proximité, nécessite du temps. Et le temps est l'ennemi de la télévision, des médias, de la politique et de la guerre. Aujourd'hui, Léon Panetta dit, bon, écoutez, c'est assez simple, on n'aurait pas dû s'arrêter. Lors de la guerre des 12 jours, parce que c'est ça qu'il sous-entend. Oui, c'est ça, il dit pas de cessez-le-feu et pas d'arrêt entre les deux guerres, en fait. Trop court. Et d'ailleurs, c'est ce que disent les Israéliens. Ils disent, mais pourquoi on s'est arrêté au bout de 12 jours? Parce que Donald Trump a cru véritablement, je ne sais pas ce que ses conseillers lui montrent ou ne lui montrent pas, que c'était suffisant. Et c'était une erreur. L'effet d'opportunité ensuite. Pour lui, l'élimination de toute la direction iranienne, c'était un effet d'aubaine. Sauf qu'il y a eu effectivement cette espèce de trou d'air terrible qui a été rempli très rapidement parce que les Iraniens, depuis 20 ans, se préparent à cette guerre-là. Eux, ils se sont préparés à cette guerre-là. Ils ont compris cette guerre-là, qui est à la fois mosaïque et asymétrique. Ils l'ont analysée. Les Américains aussi, mais les Américains n'ont pas cru que les Iraniens, avec des forces décentralisées, il n'y a pas un Iran aujourd'hui, il y en a 31, autant que de provinces. Il y a au moins 27 centres de missiles et de drones identifiés. Ils l'avaient planifié en plus, ils le disaient ouvertement. Mais ils assument, mais c'est écrit, les Iraniens publient leur doctrine stratégique. Je passe mon temps à expliquer que les dictateurs, les militaires... Ils disent toujours ce qu'ils vont faire. Oui, et que nous ne les croyons jamais. Je ne sais pas pourquoi, c'est une sorte de mystère. Moi, je passe mon temps à dire, écoutez, alors c'est écrit, Graham Allison, quand il explique Thucydide, ça date pas de la semaine dernière. On est dans cette espèce de mystère de « je ne crois pas qu'ils vont faire ce qu'ils disent ». Mais non seulement ils le disent, ils l'écrivent, parfois ils le chantent, non. Et donc, nous sommes toujours dans la logique du rouleau compresseur. De toute façon, on va gagner. Or, les Américains n'ont gagné aucune guerre depuis 1945. 2-3 invasions réussies, ça c'est vrai, Panama, mais en fait, dans la réalité, la question centrale aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la guerre d'avant et que nous n'avons toujours pas percuté la guerre d'après.
les seuls qui ont compris la guerre nouvelle, c'est les Ukrainiens, qui deviennent le modèle d'organisation. Et paradoxalement, le modèle d'organisation de l'armée iranienne, c'est l'Ukraine.